Un, deux, trois, quatre, cinq. Est-ce que nous sommes tous là? Tadam! Alors, bonsoir tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue à ce panel qui est notre deuxième activité en amont du sommet sur le rapprochement des francophonies canadiennes qui va débuter dans les prochains jours. Mais nous, on est là pour mettre la table, pour réchauffer la salle parce qu'on se sent déjà presque tous de plus en plus près. C'est ce qu'on se souhaite prestamment. Nous allons passer la prochaine heure ensemble. Je m'appelle Alexandra Diaz. Je vous parle en direct de Montréal. Je vais vous présenter mes invités. Nous allons donc passer au travers des sujets qui touchent ces jeunes leaders qui ne sont pas que la francophonie du futur, mais qui sont la francophonie actuelle. Pour leur avoir déjà parlé, vous allez voir à quel point ils sont passionnés, passionnants, actifs, créatifs. Ça va me faire plaisir de vous les présenter tous et on va commencer tout de suite par une star, franchement, grande prise du Centre de la francophonie des Amériques d'avoir pu inviter un sportif qui est une étoile qui nous fait briller un peu partout. Alors, je vous demande d'accueillir Laurent Dubreuil. Salut, Laurent. Salut, Alexandra, ça va bien? Oui, ça va. Attends, je vais vous mettre en mode galerie. Voilà, je vais absolument vous voir tout de suite. Ça va très bien. Alors, Laurent, tu nous parles de où? De Lévis, dans la région de Québec. Excellent. Donc, tu es à Lévis. Et pour tous les gens qui avaient très hâte de te voir, parce que franchement, je le rappelle, c'est quelque chose que tu as accepté. C'est un honneur que tu nous fais. C'est rare que les gens du milieu sportifs vont avoir le temps ou vont faire une petite place dans leur agenda pour une question qui nous importe, mais peut-être à laquelle on ne fait pas toujours la place qu'elle mérite. Donc, toi, athlète olympique et champion du monde en patinage de vitesse longue piste, tu es un amoureux de la langue française et tu as décidé d'élever ta famille à Lévis, plus précisément à Québec, donc au Québec. Et ça va être très intéressant de savoir comment est-ce que tu fais parce que tu dois quand même te rendre à Calgary, voir ta gang, ton entraîneur, tout le monde, plusieurs fois par année. Ça aurait été peut-être plus simple de te baser là-bas, mais on va être très curieux de savoir comment est-ce que tu peux faire les deux et comment peut-être, faut le dire, tu as le privilège de faire ce choix-là. Donc, bienvenue, Laurent. Un grand plaisir de t'avoir avec nous ce soir. Le plaisir est le mien. Merci beaucoup de m'avoir invité. Super. Ariane, tu es là pour m'accompagner. Tu es l'autre fille de la gang. Ariane Frenet-Gagné, bonsoir. Bonsoir. Alors, toi aussi, tu es une légende dans ton coin parce que, bien sûr, qui ne connaît pas la famille Frenet-Gagné au Manitoba, tu es franco-manitobaine de Winnipeg. Est-ce que c'est maintenant où je dois dire que Winnipeg et Montréal s'affrontent sur la glace ce soir et que vous êtes extrêmement gentil et généreux de vous brancher avec nous ce soir alors que se dispute le match? Il y en a qui sourient, qui vont peut-être regarder du coin de l'œil le pointage. D'ailleurs, qui va se charger ce soir de nous donner le pointage? Est-ce qu'on a une petite main levée quelque part? Jonathan? Peut-être, d'accord. On va te présenter tout de suite après. Alors, en tout cas, Ariane et moi, nous confronterons certainement via la patinoire ce soir. Tu es présidente du Conseil jeunesse provincial du Manitoba. Tu es une leader née, probablement grâce à l'influence de ta famille. Vous êtes 4 filles très impliquées dans la francophonie du Manitoba et au niveau national également. C'est toi qui as coordonné la marche avec la jeune environnementaliste désormais célèbre Greta Thunberg quand elle est passée. Et dans ton cas, ça va être intéressant aussi parce que tu vas quitter ton coin pour venir t'installer à Sherbrooke à l'automne alors que tu entres au doctorat en psychologie. Donc, félicitations d'abord. Se rendre jusque-là, c'est un exploit en soi. Bonsoir, Ariane. Bonsoir, merci. Jonathan, je reviens à toi, originaire du Saguenay. Annonceur de hockey pour l'occasion ce soir. Oui, tout à fait. Je mettrai le chapeau ce soir. Ça va me faire plaisir. D'ailleurs, c'est déjà 2-0 Montréal. Je lance ça en l'air. Est-ce que je suis la seule à prendre pour Montréal? Laurent, c'était avec moi de mon côté? Moi, je suis plus un fan de basket que de hockey, mais c'est sûr que je vais prendre le Canadien ce soir, évidemment. C'était mieux de te mouiller avec moi. Là. Alors, Jonathan, tu travailles actuellement à la rédaction d'un roman qui t'est cher, une fiction qui est inspirée d'archives photographiques de famille. Tu as rencontré la francophonie canadienne lors d'un stage assez particulier, intense, hein, tu m'as déjà confié. Tu étais chargé de projet vidéo à Prince-Albert, en Saskatchewan, il y a presque 3 ans, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Via les Offices jeunesse internationaux du Québec. Donc, bienvenue. Merci d'être là, Jonathan. Merci de l'invitation. Je vous salue tout le monde. Adi,
dans le coin supérieur droit de mon écran. Adi, comment est-ce qu'on prononce ton nom? Tu me permets cette familiarité? Oui, donc mon nom, ça se prononce Aditya. Est-ce que tu veux le répéter? Aditya? Aditya. Je l'aurais tellement peu respecté avec mon mélange d'espagnol, de français et d'anglais. Aditya. Mais est-ce qu'on peut dire Adi? Oui, Adi, ça va. Parfait. Et pour la beauté de tes origines indiennes, est-ce que tu peux nous donner ton nom de famille également et tout au long, prénom nom, et nom de famille? Oui, donc je m'appelle Aditya Vishveshwaran. Encore. Aditya Vishveshwaran. C'est formidable. Alors, sois le bienvenu. Tu es indo-canadien d'origine. Tu as grandi au Manitoba. Tu as étudié en immersion française, donc une expérience singulière, particulière au sein de notre groupe ce soir. Ça va être très intéressant aussi de t'entendre là-dessus. Tu as fait une bonne partie de ton primaire, donc en immersion française, ton secondaire également, et tu étudies présentement au campus de Saint-Jean à Edmonton pour obtenir ton bac en éducation. Et tu es également le fondateur d'un balado très intéressant, Les Franco-oubliés. Bienvenue, Adi. Merci beaucoup. Alors, un DJ, ça c'est cool, hein? Ça va mettre de l'ambiance dans la soirée. DJ Pierre, bienvenue. Allô? Il faudrait que je réponde comme d'habitude. Un petit loop, là, un petit quelque chose, hein? Un petit sampling de quelque chose. 3 mots anglais en moins d'une phrase. À voir si je me serais apporté mon cellulaire. Ah, tu pourras toujours prendre une pause puis revenir nous. Je vais me trouver quelque chose. J'apprécierais. En toute honnêteté, j'aurais dû te le dire avant, mais c'est pas grave. Je suis certaine que je ne suis pas la première qui vient te faire une demande spéciale en cours de soirée. Ben écoute, on était en studio toute la journée, puis tout de suite après ça, on retourne en studio. Fait que je suis sûr que je pourrais trouver quelque chose. Genre. C'est très apprécié, merci. Alors, toi, tu as vécu la moitié de ta vie au Québec, donc jusqu'à l'âge de 17 ans, et l'autre moitié de ta vie en Ontario pendant 17 autres années. Tu m'excuseras de dévoiler ton âge. Tu es reconnu pour animer des événements de musique en français dans un métier majoritairement anglophone, on peut affirmer ça. Mm-hmm. Tu es réalisateur et compositeur, récipiendaire de 2 prix au East Coast Music Award en 2020. Félicitations. Merci. Et tu es en nomination dans 6 catégories au Gala TRIA, qui est l'industrie musicale en Ontario. Félicitations, ça c'est pour 2021. Alors, merci, c'est gentil. Ben oui, je suis content d'être ici et de participer à la même hauteur qu'un champion du monde ou qu'une candidate au doctorat. Musique, sport, études sont absolument nécessaires à toute bonne soirée. Et on va diviser ça en 3 thèmes. On va parler d'identité, on va parler de vos expériences personnelles, et puis on va peut-être regarder l'avenir en pensant un peu aux idées et à ce qu'on se souhaite pour célébrer la richesse de notre langue et notre culture. Et on va y aller, vous pouvez lever la main, là, vous pouvez sauter dans le ring, il n'y a pas de problème, sur votre identité. J'ai envie de savoir de quelle façon est-ce que le français fait partie de votre identité à vous. Et je vais mettre la table en me mouillant, peut-être aussi pour situer les gens qui sont avec nous. On est plusieurs centaines ensemble ce soir, majoritairement du Québec et des francophonies canadiennes, mais le Brésil, le Mexique et Haïti sont particulièrement présents. Alors, bonsoir à tous, bienvenidos, soyez avec nous et on est très contents de vous avoir. Je vous ai dit bienvenidos pour plugger le fait que je suis née au Chili et que j'ai grandi à Sainte-Foy au Québec et que ma francophonie, elle me vient passionnément de celle transmise par ma mère, qui est arrivée au Québec dans les années 70 en souhaitant apprendre le français. Et on a vécu à la maison comme si on était encore au Chili. Il y avait beaucoup de bruns, beaucoup de poteries brunes, puis beaucoup de macramé brun dans ces années-là. Et on cuisinait beaucoup de asados puis de barbecue. DJ Pierre est crampé, mais je te jure, ça m'a marqué. Notre vie c'était comme la couleur de notre immigration. Le brun. Non, c'est le brun que moi j'aimais. Ouais, le brun. Le macramé. Le macramé. Et on a vibré beaucoup au folklore québécois, aux chansons québécoises. Je me rappelle à Harmonium, au Séguin, à Vigneault, à Leclerc. J'ai grandi avec cet amour de la poésie de la langue. Et chez nous, ça allait de soi de maîtriser la langue. Donc, je parle espagnol comme je parle français. Je trouve que c'est vraiment de gagner à la loterie de la vie. Et mes enfants, qui sont québécois, sont élevés en espagnol. Donc, à la maison, on parle espagnol, à la seule et unique condition qu'on maîtrise le français. J'aimerais vous entendre sur votre identité, à quel point le français vous définit
Ou pas. Qui veut se lancer? Moi, je peux me lancer Jonathan, avec plaisir, oui. prends toujours un gars du Saguenay pour ouvrir le party. Voilà, c'est comme ça que ça commence. C'est comme ça que ça marche chez nous. C'est déjà 2-1. Là. Je tiens déjà à rectifier le tir sur mon premier score que j'avais dévoilé. Pour ce qui est de la francophonie, en fait, ben, mon côté, je veux dire, ça fait vraiment partie de toute ma vie. Évidemment, je suis né au Saguenay, déménagé à Québec il y a quelques années pour les études. En ce moment, je suis donc à la maîtrise en littérature et art de la scène et de l'écran. Et puis, c'est vraiment dans cette direction-là que j'ai décidé de me diriger pour l'école. Tu l'as mentionné en ouverture, effectivement, je suis en train d'écrire pour mon mémoire de maîtrise, pour ma création. Donc, je pense que même dans mon boulot, même dans mon travail, donc d'écolier, d'étudiant, le français est omniprésent. Effectivement, c'est vraiment comme ça que je me définis. Tous mes emplois, ou presque aussi, ont tourné autour de la francophonie. Peut-être que je pourrais reparler un peu plus tard de mon expérience avec Explore, notamment au Centre linguistique du Cégep de Jonquière. Je salue tout le monde qui est à l'écoute. Je sais que j'ai quelques collègues animateurs et étudiants peut-être qui sont à l'écoute ce soir, donc je vous salue. Et puis, comme tu l'as mentionné aussi, mon stage qui s'est déroulé à Prince-Albert en Saskatchewan avec toute la gang de Françaisquois là-bas. J'ai trippé, j'ai passé un été extraordinaire avec eux. Et je vois déjà DJ qui lève la main. Je pense que je peux te passer la rondelle. Non, même pas? OK, ça va. Donc, c'est ça. Je pensais être subtil en levant la main sur Zoom, genre, puis là, tu me tires en avant du bus comme ça. C'est correct. Je pense que c'est au mot Françaisquois que tu as comme réagi fortement. Mais c'est une bonne passe sur la palette pour que tu puisses aussi, Pierre, nous dire quelle est ta définition de ton identité, parce que, dans le fond, je pense que certains vont se définir comme Québécois, comme Canadiens, comme francophones, comme francophiles. C'est intéressant de savoir quelle est notre couleur. Oui, c'est drôle que tu le dises parce que comme dans l'introduction que tu as faite, pour moi, je suis vraiment en crise identitaire. Je le dis surtout en blague, mais j'ai passé mes 17 premières années au Québec, justement, d'une mère de Chicoutimi et d'un père de la Baie au Saguenay. Donc, théoriquement parlant, par 200, je suis un Bleuet aussi. Mais on n'est jamais habité là, tu sais. Puis après, on a déménagé beaucoup. J'ai fait Montréal. Puis mes dernières années étaient à Cap-Rouge, Saint-Augustin-de-Desmaures, dans ce coin-là. Je suis allé au Compagnon Quartier à Sainte-Foy aussi. Fait que, tu sais, j'ai vraiment ce côté-là. Puis quand je suis déménagé à cause de la job de mes parents, j'avais 17. Puis je suis rentré au secondaire en Ontario. J'ai fait une 12e année pour ceux qui viennent de loin. Puis dans le fond, au Québec, terre d'origine, en secondaire 5, tu pars puis tu t'en vas dans un autre collège, cégep, whatever. Puis en Ontario, tu fais une autre année de secondaire puis tu rentres à l'université ou au collège directement. Fait que moi, ça m'a comme donné une perspective de jeunesse aussi, pas encore trop adulte. Puis là, c'est là que j'ai rencontré des Franco-Ontariens pour la première fois parce que j'ai fait 3 semaines dans une école anglophone en me disant genre, je vais être capable de survivre, il n'y a pas de problème. Moi, je les connais les jours de ma semaine. Puis je pense le premier mercredi que je suis tombé en disant Wednesday, là, j'ai compris que ça ne se passerait pas aussi facilement que je pensais. Fait que je suis rentré dans une école francophone, puis c'est là que j'ai vraiment découvert une culture de combattant, une culture de si tu n'utilises pas ta langue, tu la perds. Puis c'est point à la ligne. Surtout quand j'étais à Toronto, fait que aussitôt que tu sors de chez vous, de l'école, tout est en anglais, tout est en espagnol, tout est en mandarin, tout est dans une autre langue que le français. Puis c'est la beauté de cette ville-là. Mais c'est là que j'ai commencé à me trouver des excuses pour utiliser ma langue, pour aller équilibrer ça. Puis on pourrait passer 1 heure juste sur comment je suis devenu DJ puis tout, mais c'est là, ça je pense que... Yeah. J'aimerais savoir, par un oui ou par un non, le temps qu'on fasse le tour de la table, mais quand même, est-ce que quand tu es au Québec, tu te sens franco-ontarien et quand tu es en Ontario, tu te sens québécois? Je ne peux pas répondre ça par oui ou par non. C'est trop... Tu as le droit d'ajouter tous les mots que tu veux. Mais écoute, je pense que ça, c'est... Puis je le vis beaucoup présentement parce qu'il y a ici musique, puis il y a des médias qui commencent à parler de DJ Pierre, puis ils me mettent
Puis c'est pas méchant, tout le monde a besoin d'une étiquette pour que le concept ou l'origine de la personne soit facile. Fait que si c'est un artiste de Montréal, ils disent qu'il vient de Montréal. Si c'est un artiste de Québec, il vient de Québec. Puis quand c'est un artiste qui vient de l'Ontario, ben, je suis franco-ontarien, mais tu sais, plus je l'entends, plus je me dis, mais est-ce que ça l'enlève le fait que je suis à part entière québécois aussi? Puis c'est pour ça que je ne peux pas te répondre juste par oui ou par non. On pourrait le débattre. Je suis sûr qu'il y en a qui sentent probablement la même chose. Aussitôt que tu sors, il y a comme une étiquette qui t'est donnée malgré que tu ne veux pas, genre. Et l'autre chose qui m'intéresse de savoir, c'est que tu m'as confié à un moment donné, sincèrement, sérieusement, craindre de perdre ton français. Tu sentais qu'il t'échappait. Qu'est-ce que tu as fait pour le préserver? Parce que dans ton milieu, puis c'est comme DJ, tu as même des t-shirts avec des phrases en français, ce qui est pas. Ce qui est moins peut-être vendeur. Mais non, je pense que j'ai commencé à être DJ, j'avais 25 ans. Je me suis rendu compte que j'étais en train de perdre mon français, j'avais 21, 22. Fait que c'était à l'université, quand j'appelais ma mère une fois par semaine, puis je n'étais pas capable de faire 2 phrases sans erreur, sans elle qui me corrigeait à toutes les. Fait que c'est là que j'ai comme fait, OK, il y a quelque chose qui se passe, puis je me suis trouvé une job en français. J'ai commencé à travailler, puis il a fallu que moi, je fasse l'effort. Puis c'est ça la beauté des francophones qui ne sont pas dans un milieu majoritaire francophone, c'est que tu dois te trouver des occasions toi-même pour utiliser ta langue, sinon tu la perds, sinon tu te sens loin de chez toi. Fait que c'est vraiment, c'est rendu, en tout cas pour moi, c'est le même que je le vois, puis j'ai la chance d'avoir changé avant de le perdre, puis de tricoter mes choses, puis maintenant, je pense que j'ai une belle balance entre le français et l'anglais, parce que je m'identifie comme anglophone ontarien aussi, selon, il y a du monde qui m'entendent parler en anglais, puis ils ne sauraient pas que je suis francophone, parce que j'ai perdu cet accent français-là à force de vivre 17 ans à Toronto. Oui, c'est un peu à ça que je faisais référence quand je disais que je sentais que j'avais gagné à la loterie des langues, de pouvoir sauter d'une langue à l'autre. Puis à un moment donné, plus on en parle, plus c'est facile d'en apprendre d'autres. Laurent, c'est intéressant. Toi, comment est-ce que tu te sens? Puis ça m'intéresse aussi de savoir comment est-ce que toute la gamme du hockey qui se passe surtout du patinage, excuse-moi, je pense au match. C'est correct, non, c'est pas de problème. c'est comme le même outil, le même équipement. Comment est-ce qu'eux te percevaient? Comment ils te perçoivent? Est-ce que tu es quand même comme un genre d'électron-libre, un ovni qui débarque? C'est quand même... ça doit forcer l'admiration de penser que tu fais cet effort-là, de maintenir ta langue, de vivre là et de quand même faire le voyagement. Oui, ben nous, c'est ça. Il y a 2 centres d'entraînement pour l'équipe nationale longue piste. Il y a Calgary et Québec, mais c'est pas 50-50. Je dirais 80-90% de l'équipe est à Calgary. Si on fait un voyage en Coupe du Monde, ça m'est déjà arrivé des fois, on est plusieurs francophones, là, surtout, si on s'entend que c'est plus les Québécois qui sont francophones, mais il y a quelques personnes francophones qui habitent dans l'Ouest aussi, là, mais ça m'est déjà arrivé de faire un voyage en Coupe du Monde où dans les 20 athlètes, j'étais le seul qui était basé à Québec. Il y avait 2 franco-ontariens, puis un gars de BC que son père ou sa mère était québécoise, son père anglophone. Fait que une poignée d'athlètes sur une vingtaine qui parlent français. Je me sens simultanément, je dirais, c'est sûr, on est dans l'équipe canadienne, je me sens canadien, mais je me sens québécois dans l'équipe canadienne. Je me sens francophone dans l'équipe canadienne, puis je passe, pour revenir un peu, faire un lien avec ce que Pierre disait, je veux dire, en habitant à Lévis, je parle français à tous les jours, je croise uniquement des gens qui parlent français, mais quand j'arrive dans un contexte avec l'équipe nationale, tout d'un coup, je switch à ne plus être majoritaire dans ma propre langue, puis avoir à soit utiliser l'anglais pour parler à mes coéquipiers, parler aux coachs qui sont sur place, mais avoir à me forcer pour parler français, comme Pierre disait, parce que moi, c'est sûr que c'est pas un 17 ans, là, c'est comme un mois ou 2 sur la route, mais un mois ou 2 pour moi, sans parler français, c'est beaucoup trop long. Je vais me trouver des raisons. Je veux dire, maintenant, j'appelle ma famille, j'appelle mon épouse, ma fille de 2 ans, mais avant, pendant un bout, je veux dire, j'avais pas nécessairement de famille à Québec, outre mes parents, mais genre, j'appelais mes parents beaucoup plus souvent que dans un temps normal parce que j'avais envie de parler français. Donc, c'est simultanément, je vais me sentir québécois dans l'équipe canadienne, mais évidemment, l'équipe canadienne, on est quand même très soudés, puis on est quand même
une équipe unie, mais c'est sûr que juste par exemple, là, je veux un exemple concret, là, je veux dire, on a tendance à s'asseoir les francophones ensemble à table pour souper ou pour dîner. Puis il va y avoir, mettons, une petite table francophone, puis 2-3 tables anglophones, parce que je veux dire, je m'entends très bien avec les gens qui ne parlent pas français dans l'équipe, mais une journée sans parler français, pour moi, c'est drainant un peu, c'est plus fatigant. J'ai besoin de parler français au quotidien. Ça donne un petit break. Oh oui. Est-ce que c'est ça qui a motivé le voyagement puis le fait que ta base demeure à Lévis? Oui, vraiment. Je veux dire, je suis allé, pour donner une idée aux gens, là, une soixantaine de fois à Calgary, là, puis Calgary, Québec, c'est dans le même. C'est au Canada les deux, mais c'est pas à la porte. Là, c'est un bon 4h30 d'avion de Montréal, puis de Québec, il faut que tu fasses un autre petit vol avant de partir de Montréal. Fait que c'est une journée de voyagement. Là. Fait que si on voit 60 voyages à Calgary, ça veut dire 120 jours d'avion perdus dans les aéroports. Mais pour moi, ça a été je veux dire, j'ai jamais sérieusement pensé déménager, même si les installations, je veux dire, Calgary a eu les Jeux olympiques d'hiver en 88, donc c'est tout un centre d'entraînement pour le patin de vitesse. C'est les installations des Jeux olympiques d'il y a une trentaine d'années, mais moi, ça me prend le français dans mon quotidien, ça me prend aussi ma région de Québec. Je viens de la Rive-Sud de Québec, j'habite encore ici. Puis me déraciner complètement, même si je veux dire, logiquement, ça m'aurait donné les meilleures installations, mais au final, je ne pense pas que j'aurais été bien en dedans de moi. Puis, dans mon expérience, un athlète qui performe, c'est un athlète qui est bien, qui est heureux. Puis, j'ai besoin du français au quotidien pour être heureux. Donc, c'est pour ça que j'ai fait la décision de rester ici. Ça ne m'a pas donné nécessairement le parcours le plus facile, mais je suis vraiment fier et content de la décision que j'ai faite. Pourquoi tu as accepté d'être avec nous ce soir? Bien, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, la francophonie. Je pense qu'on en parlera tantôt aussi de perspective d'avenir, mais je veux dire, moi, je parle très bien anglais aussi, là, je veux dire, avec les voyages, avec des Coupes du Monde, faire les Olympiques, les patineurs de tous les pays se parlent en anglais sur la Coupe du Monde, mais le français, c'est quand même une partie de moi importante. Puis, je veux pas, personnellement, je ne voudrais jamais le perdre, je ne voudrais jamais même le mettre sur pause. Là, j'en ai besoin. Puis, je pense que c'est important qu'on ait des discussions comme ça. Ça m'a fait vraiment plaisir quand on m'a demandé si je pouvais être là ce soir. Bien, c'est très apprécié. Merci, Laurent. Pour Ariane, toi, dans ton identité, mais toi, tu es une militante, tu es une fille active, tu es une fille qui prend le taureau par les cornes, qui est impliquée, qui vient d'une famille. Je ne sais pas si même le fait d'être issue de cette famille, ça te met une pression, puis peut-être un sens du devoir qui t'est inculqué dans tes valeurs familiales, mais le français te définit comment? Ça me définit beaucoup, je veux dire, c'est la première chose qui me vient en tête quand on me demande qui tu es. Qui je suis, c'est d'abord et avant tout francophone. Puis comme tu as dit, là-dedans, il y a de l'influence familiale, certainement. Je suis la plus jeune de 4 filles. Puis, alors, mes plus grandes sœurs étaient engagées dans la francophonie. Et puis, certainement, étant issue d'une communauté en situation minoritaire, j'ai certainement pris ce rôle de militante ce rôle que je porte depuis quelques années. J'ai vraiment été militante dans les premières lignes, dans tous les aspects communautaires, politiques et tout ça. Qu'est-ce que tu observes? Quelles sont tes observations de toute cette incursion de l'intérieur que tu as le privilège de vivre? Bien, c'est qu'on a beaucoup d'alliés et que la jeunesse, une jeunesse qui est passionnée par comme les langues officielles et tout ça, je sais pas, on dirait qu'ils sont surpris du fait que les jeunes sont engagés par les langues officielles puis le français. Parce que j'ai l'impression que c'est peut-être quelque chose qui est un petit peu old school, comme je veux dire, la loi sur les langues officielles. Quelque chose qui, je veux dire, cette loi-là est certainement pertinente pour les communautés en situation minoritaire. Là. Mais les lois comme ça, ça a beaucoup été fait. C'était comme dans les 70, tout ça. Puis on dirait que comme du fait qu'il y ait des jeunes qui sont intéressés par ça, c'est un peu surprenant. Et puis, donc, il y a comme cet élément de surprise que j'ai remarqué, mais en général, c'est quand même bien reçu, l'engagement et tout ça. Et puis, j'ai su trouver des alliés pas mal formidables. Et ce qui est intéressant, c'est que, comme tu as dit, je vais déménager à Sherbrooke en septembre.
Et puis, en ce sens-là, je vais un peu comme, pas que je vais enlever mon chapeau de militant, mais je vais plus être ici sur les lignes de front. Et puis, je vais être à Sherbrooke, puis ça va être toute une autre identité à développer. Et j'ai hâte, parce qu'il y a quelque chose de vraiment drainant avec ça. Le côté militant, c'est drainant. C'est beaucoup d'engagement, je le fais avec fierté, mais j'ai hâte quand même d'aller à Sherbrooke puis de me retrouver dans un contexte évidemment complètement différent du fait que ce sera en français à 100%. Et que je vais développer une nouvelle identité francophone. J'ai hâte à voir de ce que ça va donner. Comment tu t'imagines ça? Parce que je comprends tout à fait ce que tu dis, puis tu t'en vas faire tes études en psychologie, donc c'est plutôt ton univers à toi, Ariane, et non la militante, et non la fille de cette famille réputée pour son engagement et sa présence. Je comprends l'espèce de sentiment de légèreté, peut-être de pouvoir, un peu comme Laurent se l'offre, de revenir et d'être dans un environnement reposant par rapport à cette expression du français qu'on aime tant. Oui, j'ai hâte de vivre ma francophonie de manière complètement différente. Parce qu'en ce moment, je prends vraiment au sérieux ce rôle de militante. Et puis, mais là-bas, j'ai l'impression que je vais vivre ma francophonie complètement différente. Puis, c'est épeurant parce qu'en même temps, ce côté militant me définit ici. On me connaît pour ça. Et là-bas, ce sera genre, tu sais, ça sera pas du tout comme... je pense la difficulté à trouver des repères, mais j'ai hâte de juste comme peut-être voir, OK, maintenant, on passe à une prochaine étape, on garde ce côté militant, mais maintenant, c'est Ariane qui s'en va étudier en psychologie, doctorat en clinique, son parcours professionnel, puis ce côté-là, je l'ai peut-être négligé ces dernières années. Mais je vais certainement vivre ma francophonie, mais d'une nouvelle façon. Oui. Adi, je vais à toi très bientôt, mais ça me fait penser à un Pierre et à Laurent qui vivaient peut-être ça, tu sais, cette espèce de... Est-ce que vous sentez que vous êtes, tu sais, Laurent en anglais et Laurent en français et que tes amis à Calgary connaissent pas vraiment qui tu es, puis tu disais un Pierre en commençant, je suis en crise existentielle, 17 ans au Québec, 17 ans en Ontario, c'est qui suis-je? Moi, ça m'est arrivé un peu, mais avec l'espagnol, quand je vais au Chili, c'est cette espèce de dualité-là. Est-ce que vous avez l'impression que Laurent, qu'ils n'ont pas accès au même Laurent? Non, je suis d'accord. J'ai l'impression que quand je parle anglais, c'est comme un Laurent qui s'adapte, tandis que quand je parle français, c'est le vrai moi. Puis, je veux dire, je suis toujours, je suis authentique comme personne. Je ne suis pas quelqu'un qui change ses valeurs, mais il reste que je suis plus à l'aise, je suis plus dans mon élément en français. Puis, je dis ça, mais mon anglais il est très bon. Là, ça fait tellement longtemps que j'y vais. Puis, je parle anglais. J'étais dans un programme aussi où j'avais de l'anglais avancé là, au secondaire, là, anglais intensif. Là, on avait plus de cours d'anglais, mais qui me sert extrêmement bien d'ailleurs. Mais il reste que le vrai moi, c'est le Laurent qui parle français. Là. C'est comme ça, c'est ça la personne que je suis. Là. Est-ce que toi, Pierre, tu sens que tu maîtrises autant les deux? Oui, moi, ouais, absolument. C'est pas tu sais, peut-être au début, mais je pense que ce que j'ai eu, c'est que j'ai eu la chance d'arriver dans un nouveau milieu à l'âge de 17 ans, 18, 19 ans, très malléable, je trouve, un peu comme moi, ça ne m'a pas fait mal plus qu'il faut. Là. Je veux dire, je me suis, tu sais, puis, je pense, je veux pas dire assimilé, mais j'étais confortable à Toronto, j'étais confortable, comme j'ai pas eu de... Au début, je veux dire, mais étant donné que je suis allé dans une école francophone en Ontario, ben moi, je pratiquais mon anglais, mais quand j'étais plus capable, ben, je faisais juste parler en français, puis tout le monde me comprenait. Fait que j'ai comme eu une adaptation assez... quand même assez graduel. Puis là, quand je suis arrivé à l'université, c'est là que j'ai comme fait, OK, ça a été vraiment plus anglophone. Puis à un moment donné, tu tombes en amour, tu vires des parties, tu deviens la première journée que tu rêves en anglais, c'est dans l'autre langue. C'est là que j'ai comme fait, OK, ben c'est correct ça. Mais là, ce qui est arrivé, c'est que
je pense que je l'ai trop poussé loin. Puis je suis devenu plus, c'est là que l'assimilation, je m'en suis rendu compte à date. Puis ça, c'est à cause de mes rapprochement avec la culture franco-ontarienne à travers les écoles, à travers ce côté-là. Puis j'allais à Glendon, qui est un campus bilingue à Toronto de York University. Puis, on se retrouvait la gang ensemble, mais là-bas, c'était vraiment, les anglophones voulaient apprendre le français, les francophones voulaient apprendre le français, puis il y avait des Espagnols parce que c'est un campus trilingue qui arrivait en plein milieu, genre, puis eux voulaient apprendre les deux langues, puis il n'y a personne qui parlait espagnol sur le campus. Fait que, je pense que ce bouillon-là, dans le temps, ça a bien fonctionné. Je n'avais pas de responsabilité de revenir chez nous non plus. J'étais parti. Moi, j'étais comme. Fait que je me suis bien. Puis au jour le jour, moi, c'est les deux langues à gauche puis à droite tout le temps. Puis je suis vraiment bien là-dedans. Fait que je pense que c'est ça, la franco-canadienité. Je pense que c'est genre, il y en a qui sont plus confortables d'un bord. Tout le monde a son comme propre seuil. Puis, ouais, on pourra en parler plus tard, mais justement, elle dit, genre, il y a une belle histoire là-dessus parce que c'est vrai. Oui, mais c'est ça, parlé la dernière fois, puis j'étais comme, yo! C'est pour ça que j'ai gardé un peu la cerise sur le Sunday pour la fin parce que c'est quand même un cas assez singulier. Mais Jonathan, je te sentais vouloir rebondir là-dessus. Ben, en fait, c'est que pour rebondir un petit peu sur ce que Laurent a dit, l'espèce de double identité, je pense que justement pour un Pierre qui maîtrise aussi bien les deux langues, je pense que c'est pas trop une situation. Quand je suis allé passer cet été-là à Saskatchewan, je me suis vite rendu compte qu'effectivement, quand on fait le switch de langue, quand on passe du français à l'anglais, par exemple, on ne veut pas tout notre état d'esprit change. Hein. Laurent, tu le disais, on est constamment en train de chercher nos mots, de chercher la bonne syntaxe et tout ça. Puis je pense que c'est important de mentionner que la langue, justement, est tellement proche de notre intériorité. Chaque culture a sa langue, chaque culture a des mots qui n'existent pas dans d'autres langues, qui n'ont pas de traduction nécessairement. Je pense que ça fait bien le tour de cette question-là, mais je veux vraiment laisser la place à Adi. Il est déjà 8h30 et je veux qu'il nous raconte cette histoire-là, donc je lui lance la rondelle encore une fois. Non, mais c'est bien parce que c'est très intéressant de pouvoir prendre le pouls de toutes vos situations personnelles à chacun parce qu'elles se valent tous et elles sont toutes très différentes. Et dans ton cas, Adi, c'est parce qu'on était assez étonnés parce que toi, bon, je vais te laisser le raconter, mais quand même, tes parents ne parlent pas français, ne parlent pas anglais non plus. Ce sont des Canadiens à part entière. Et toi, tu es un amoureux du français et tu enseignes pour devenir professeur de français. Alors, je ne sais pas comment tu vas pouvoir nous synthétiser cette espèce de météorite qui débarque et qui est absolument réjouissant. Oui, donc d'abord, j'aimerais juste dire que je me situe en ce moment sur les territoires des Kanyen'kéhaka qui sont à Tiohtià:ke, colonialement connu comme Montréal. Donc, oui, le français pour moi, c'est une langue que j'ai appris à l'école. J'ai appris le français en immersion française au Manitoba, à Winnipeg. Je suis née aux États-Unis à des parents immigrants qui sont venus de l'Inde. Puis eux, ils ne parlaient pas le français, ils ne parlent toujours pas le français. Puis dans le futur, je pense qu'ils ne parleront pas le français. Mais ils sont fiers que moi, je parle français parce que pour eux, c'est vraiment le fait que je parle français et anglais, c'est vraiment un sentiment d'être complètement canadien, comme tu as dit. C'est d'être comme juste un membre de la société canadienne. Et pour eux, c'est ça qui est important. Et c'est pour ça que ma mère m'a inscrit en immersion à Winnipeg quand on est déménagé là, puis j'ai commencé la première année. Donc, j'ai fait la maternelle en anglais en Ontario, puis l'immersion française de la première année jusqu'à la 5e année au Manitoba. J'ai continué en anglais de la 6e à la 9e année. Puis ensuite, je suis retournée en immersion parce que le français, pour moi, c'était quelque chose que je voulais continuer d'apprendre. C'était vraiment juste... C'était un défi pour moi aussi d'apprendre une nouvelle langue. Donc, de la 10e à la 12e année, j'ai complété mes études en français. Puis, je ne savais vraiment pas qu'il existait des francophones dans ma communauté en Alberta. C'était vraiment comme le français en immersion, ça existe vraiment, vraiment comme parallèlement
à la communauté francophone en Alberta. Puis ça, c'est un de mes buts en ce moment, c'est de vraiment rapprocher ces deux communautés. Puis je sais qu'Ariane, vous avez déjà réussi à faire ça au Manitoba. Puis je sais que ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire en Alberta aussi, de montrer que la francophonie, c'est plus forte quand on a des jeunes qui ont appris cette langue à cause de leur passion pour cette langue et non pas parce que c'était seulement leur patrimoine ou leur culture. Donc, moi, la francophonie, c'est vraiment synonyme d'être canadien. C'est pas différent pour moi. Ouais. C'est très intéressant parce que ce que tu veux faire, ce rapprochement-là, c'est celui qui est difficile dans toutes les francophonies. Donc, 2 questions pour toi. Qu'est-ce qui te touche tant dans le français? C'est ta 3e langue. D'abord, tamoul, ta langue maternelle, l'anglais et le français. Et on se dirait que tes yeux scintillent quand tu portes ta francophonie. Tu nous as tous éblouis avec ton histoire parce que les degrés de difficulté, les obstacles sont présents tout le temps. Mais pour toi, c'est naturel. Tu es francophone. Oui, je pense que je ne me suis pas identifiée comme francophone jusqu'à, je dirais, il y a 2 ans. L'année passée, mon université, qui est l'Université de l'Alberta, mon campus, qui s'appelle le campus Saint-Jean en Alberta, a commencé à vraiment... On a mis l'accent sur la crise financière qu'on vivait à mon campus en Alberta. Puis, il faut garder en tête que nous sommes en situation minoritaire comme Ariane en Alberta. Puis, c'est pour nous, étudiants en français après le secondaire, c'est un privilège, c'est pas un droit ici. C'est vraiment un privilège de pouvoir étudier en français. Puis, juste de voir comment que ce privilège peut être arraché de nous, juste comme ça, c'est vraiment un reality check pour nous, les francophones dans l'Ouest, que le français, ça peut être vraiment quelque chose qui peut être arraché, puis là, c'est perdu. Puis pour moi, c'est comme si on arrache cette identité francophone, ben là, je ne me sens pas comme Canadien. Donc, c'est depuis ce temps-là, depuis le mouvement ou la campagne de Sauvons Saint-Jean pour sauver le campus francophone en Alberta, que je me suis sentie comme francophone. Je me sens comme franco-manitobain et franco-albertain. Ce sont mes 2 identités francophones. Puis ça ne veut dire pas que je n'ai pas d'autres identités, comme juste pour... J'ai plusieurs identités. J'ai une identité intersectionnelle en tant qu'immigrant indo-canadien, en tant que francophone, en tant que... Tu sais, il y a plusieurs. Ouais. Qu'est-ce que tu observes? Pourquoi est-ce que tu penses qu'il faut qu'on se rapproche? Pourquoi est-ce qu'on est si éloigné? Toi, tu le constates, ça, il y a quand même tes observations par rapport aux communautés francophones. Oui, je pense qu'on doit montrer... La francophonie, c'est déjà divers. On ne doit pas le rendre. On n'a pas besoin de la rendre diverse. C'est déjà une entité ou une communauté qui est diverse et plurielle. C'est juste vraiment maintenant qu'il faut commencer à représenter ces diversités-là. Donc, je vois en ce moment qu'on ne voit pas toujours cette diversité quand on a des panels de même ou comme quand on fait juste des choses en francophonie. C'est vraiment, on voit cette division qui est vraiment bien présente, qui est vraiment évident et clair. Cette division raciale ou cette division ethnique. Puis je pense qu'il faut, en francophonie, en contexte canadien, je pense qu'il faut commencer à réaliser que ça, c'est un problème. Puis il faut commencer à se rapprocher en tant que... On est tous là pour juste parler en français puis vivre en français. Donc, pourquoi pas faire ça ensemble? Pourquoi avoir ces divisions? Donc, il y a beaucoup de travail à faire et je pense qu'on peut l'accomplir en tant que jeune leader. Il y a énormément de commentaires. Je salue encore les gens qui se sont branchés de partout au Canada, du Québec. Je mentionnais de l'Amérique centrale, de l'Amérique du Sud également. Pour ce rapprochement, il y a des questions. Ariane, il y a ici Annie. Je vais essayer de prendre quelques questions en cours de route. Je sais qu'il y a une période de questions réservée à la fin, mais il y en a certaines que j'ai vues avec mon 3e œil, dont celle d'Ariane. Est-ce que tu penses que tu vas devoir militer à Sherbrooke pour montrer qu'il y a des Franco au Manitoba et ailleurs au pays? Est-ce que ça, tantôt tu disais, tu as envie d'être légère et conquérante de ta carrière et puis de mettre un peu ton militantisme, puis là, tu vois, il y a des gens qui se posent la question, est-ce que ce sera plus fort que toi? Puis est-ce que ça fait partie de peut-être la méconnaissance parfois des réalités
ou de la pluralité des francophonies. Et donc, Annie demande, est-ce que toi, tu vas militer? En fait, je reprécise ma question, si tu permets. Est-ce qu'on va devoir se rapprocher? Est-ce que toi, tu vas avoir un devoir de rapprochement? Oui, je pense que oui. Puis, je vois que ma mère est dans la foule, puis je veux juste rassurer que c'est certain que je ne vais pas lâcher cet aspect-là de mon identité. C'est clair que ça va rester un aspect important. C'est pas comme si je m'en vais, puis j'oublie tout le travail sur lequel j'ai travaillé, puis mes valeurs, etc. Mais oui, je pense que c'est clair. Je veux dire, dans mon entrevue pour le processus d'admission pour être au doctorat en psychologie clinique, c'est extrêmement compétitif. Puis, il y avait plusieurs étapes, notamment une entrevue. Puis, je me suis posé la question en amont de cette entrevue, est-ce que c'est stratégique pour moi de faire appel à cette identité, faire appel est-ce que ça va être bien reçu? Est-ce que ça va être vu comme quelque chose de pertinent ou est-ce que genre c'est un peu comme c'est comme un peu par rapport, si je le mentionne, c'est comme OK, cool, tu viens de cette communauté. Je me suis posé la question, puis mais j'ai pris la décision de faire appel à ça, faire appel au fait que je suis passionnée par la francophonie, puis du fait que je viens d'une communauté en situation minoritaire et au travail que j'ai fait. J'ai pris cette décision que j'ai trouvé, après avoir fait le pour et contre, que j'ai trouvé qu'il y avait plus d'avantages d'en parler parce que, en même temps, c'est une partie de moi. Alors, il fallait que j'en parle et puis, j'ai été sélectionnée, puis j'aime croire que ça fait partie d'une de mes qualités, c'est cette passion pour la francophonie. Puis, dans une certaine mesure, je rentre dans un programme professionnel où je vais être appelée à offrir des services de thérapie et de services de santé. Alors, c'est certainement que la question linguistique est extrêmement importante de pouvoir offrir des services dans les 2 langues officielles du Canada. Certainement si je reviens pratiquer au Manitoba. Donc, oui, c'est clair. Je pense que oui, il va y avoir de la sensibilisation à faire, mais j'ai aucun doute que ça va être quand même bien reçu. Parce que... Bien sûr. Oui, parce que tu fais apparaître la communauté aux yeux des Québécois. Moi, j'ai travaillé pendant 5 ans à Toronto. J'ai connu beaucoup tout ce qui était franco-ontarien. Excuse-moi, Pierre, de le nommer ici, c'est franco-canadien, mais c'était spécifiquement la francophonie de ma province adoptive. Pendant ces années-là, je me suis promenée un peu partout. D'aller à Timmins, d'aller à Sudbury, de voir aussi comment, bien sûr, Ottawa, l'Est, et puis comment le français se vit à Toronto. Mais c'était quand même un choc de pouvoir vivre en français à Toronto. Laurence, je ne sais pas si toi, quand tu arrives à Calgary, dans ton sport, c'est tellement anglophone. Je ne sais pas si tu as eu cette espèce d'éveil, puis comme on dit, poignée de quoi quand on arrive dans d'autres provinces. Est-ce que tu arrives quand même à fréquenter la francophonie locale? Parce que c'est intéressant d'exister aux yeux des Québécois, puis peut-être que ça créerait des ponts. Ben, quand on y va, quand j'y vais, j'ai la chance d'y aller avec des partenaires d'entraînement, fait que je suis jamais le seul. Les moments vraiment, on a notre groupe d'entraînement qui font des camps d'entraînement. On est toujours au moins quelques athlètes ensemble qui partent de Québec puis qui y vont. Les moments où vraiment je me sens le plus isolé dans ma langue, si on veut, là, je ne suis pas sûr que j'aime ce mot-là, là, mais c'est plus en compétition parce que là, on peut être sur la route, puis non seulement dans l'équipe canadienne, mais aussi quand je parle à tous les autres pays, les patineurs des autres pays, je veux dire, j'utilise l'anglais pour parler à mes amis norvégiens, puis néerlandais, puis tous les Européens. Mais mettons, on est toujours content de revenir à notre langue. La France, c'est pas une puissance en patinage de vitesse, là, mais ils ont quand même quelques athlètes. Puis juste quand on entend du français, je vais être attiré vers eux. C'est normal, ça me rend heureux de revenir en français. Mais quand je vais à Calgary, je veux dire, j'ai la chance de pouvoir y aller avec des partenaires d'entraînement puis de jamais me sentir que je ne peux pas parler français. Là. Même quand j'y vais, j'ai 2-3 personnes à la limite là, à qui je peux me tourner pour si j'ai besoin de parler français. Là. Oui. Il y a Mélissa qui souligne en tant qu'expatriée, oui, c'est naturel d'aller vers des gens qui parlent notre langue. Donc, bien sûr, ce sont des réflexes humains. Jonathan, qu'est-ce que tu as découvert, toi, dans cette rencontre de la francophonie pendant ton stage?
En fait, j'ai été premièrement extrêmement étonné, surpris dans le premier panel qui a été animé avec le centre. Vincent Vallière avait parlé du fait que c'est important d'éduquer, surtout au Québec, qu'est-ce qui se passe ailleurs dans le Canada. Puis je pense que non seulement c'est important, mais aussi il faut se déplacer. Je pense qu'on est à un âge aussi au secondaire, au primaire, où on ne peut pas comprendre tout ce que ça implique. Puis quand on est amené un peu plus vieux, justement, à aller vers ces communautés-là, c'est vraiment toute une autre compréhension qui s'effectue. Quand je suis allé à Prince-Albert, je ne suis pas resté longtemps, là, je suis resté 2 mois, on s'entend. Puis déjà, j'ai compris bien des choses que je n'avais jamais compris à l'école. Puis je pense, Laurent, même chose, tu es peut-être allé très souvent à Calgary, mais je pense qu'il te suffit d'une fois au final pour comprendre quelque chose de différent. Donc, c'est ça. Aller vers les autres, je pense que c'est très important pour comprendre vraiment tout ce que ça implique au niveau du Canada, qui est un extrêmement gros pays, un très grand pays. Mais je pense que c'est aussi important de bien recevoir. Je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Je pense que je prendrai cette occasion-là pour parler un peu de mon parcours à Explore. J'ai côtoyé beaucoup d'anglophones au courant des dernières années. Puis, on parlait justement dans l'espèce de rencontre préparatoire qu'il ne fallait pas voir les anglophones comme des ennemis. Au contraire, il y a beaucoup d'anglophones qui sont très sensibles à la cause francophone, qui sont francophiles. Puis, il faut se faire des alliés dans ces personnes-là qui viennent justement apprendre le français chez nous. Bien sûr, je parle de mon expérience au Saguenay, mais je sais que Explore, c'est à la grandeur du Canada. Donc, il y a beaucoup de communautés francophones qui reçoivent ces étudiants-là. Et c'est tant mieux. Je pense qu'ils ont beaucoup à nous apprendre aussi. Un programme Explore, c'est 1 mois très rapide, 5 semaines d'immersion totale. C'est des cours de français, c'est des activités en français l'après-midi, en soirée. C'est vraiment une immersion, ils sont plongés dans la francophonie. Et moi, je trouve ça génial de voir ça. C'est très encourageant pour la francophonie. Donc, il ne faut vraiment pas se voir comme des Gaulois là, qui sont vraiment là, contre l'envahisseur. Au contraire, je pense qu'il y a beaucoup de nos voisins du Sud notamment, mais aussi du Canada, en fait, qui sont très sensibles à notre cause. Et ça, je pense que c'est vraiment extrêmement précieux. Petite anecdote, moi, les quelques fois que j'ai voyagé dans le Canada, on m'a rapidement offert des toits. Hein. J'ai comme un toit partout au Canada maintenant. J'ai plein d'amis dans toute la francophonie canadienne. Puis c'est extraordinaire de voir ça. Même au Centre linguistique, on recevait aussi des francophones d'ailleurs au Canada. Donc ça, c'est des expériences tout aussi fantastiques. On a eu beaucoup de groupes mexicains notamment. Et c'est des gens qui sont très sensibles. Et vraiment, ce sont des alliés. Je réitère mon point, là, vraiment. Et donc, tu pointes l'éducation, cette forme d'immersion-là, peut-être avoir l'audace de traverser la frontière du Québec malgré la barrière de la langue d'abord, et de se connaître. Donc, cette possibilité-là de vivre en français dans les autres frontières a dit, je pense que l'immersion, c'est le cœur de ton intégration, de ton bonheur. Je pense que la clé aussi, ça nous ramène à l'éducation. J'aimerais vous entendre tous quand même avant la fin sur vos pistes de rapprochement, puisque nous y tenons tous à cette belle langue, puis on veut tous être un peu citoyens du monde, on va voyager bientôt, on va quand même aller à la découverte de l'autre en dehors de notre culture à nous, mais quelles sont les pistes de rapprochement? Là? Il y a quand même des gens influents, le sommet s'en vient. Qu'est-ce qui seraient les pistes concrètes? Vous êtes tous des jeunes qui font bouger les choses. Alors, ce serait quoi, donc, vos souhaits ou vos idées? Oui, je pense que je trouve ça drôle que Jonathan parle de comment, des fois, le Québec, on oublie qu'il y a une francophonie hors Québec. Puis, j'ai une petite histoire parce que ça fait juste en dessous d'1 mois que je suis ici à Montréal, puis je passe l'été ici. Fait que je me suis fait vacciner il y a quelques semaines, puis je suis allée au Palais de Congrès, puis je me suis mis dans le fil parce que j'avais pas de rendez-vous. Puis j'ai sorti ma carte d'identité albertaine. Puis là, le monsieur m'a commencé à me parler en anglais. Puis là, j'étais comme, non, je parle français, je suis franco-albertain. Puis il y avait 2 filles qui étaient derrière moi, puis elles étaient vraiment surprises que je parlais français. Puis elles commençaient, on était toujours en file, puis on se mettait à parler. Puis je pense une façon de se rapprocher, c'est vraiment ça. C'est de vraiment juste parler, puis de se sensibiliser, puis
de responsabiliser par rapport à nos réalités. Fait que là, j'ai juste dit comment que je vis en français en Alberta presque quotidiennement. J'étudie en français, je peux aller prendre un café en français, je vais aller faire du party avec mes amis en français. Ça se fait en français en Alberta aussi. Donc, ces deux filles-là, maintenant, je les considère mes amis. On va peut-être aller prendre un breuvage ensemble puis aller faire du pique-nique une fois que les choses ça s'ouvre ici. Donc, les filles, elles ne se moquaient pas de mon accent, mais elles trouvaient ça vraiment intéressant comment que je roule mes airs ou que je parle en général. Donc, je pense que c'est vraiment ça. On doit juste être ouvert, on doit juste être authentique puis juste parler ouvertement de nos réalités d'un bout du pays à l'autre ou juste, d'un océan vers l'autre. Fait que je pense que c'est comme ça qu'on va se rapprocher. Ça, c'est la meilleure façon de le faire. Oui, tu mentionnes la question des accents. Il y a quelqu'un aussi qui dit qu'ils sont tous valables, ils sont tous différents. Il y en a de nombreux. Vas-y, Pierre, je t'en prie. Ben, écoute, tu sais, les accents, c'est juste une épice qui dit d'où tu viens. On peut-tu arrêter avec les accents? Parce qu'à l'intérieur de votre territoire, il y a 1 million d'accents. À l'intérieur de mon territoire, il y a 1 million d'accents. Puis quand tu regardes, puis c'est un prof d'anglais à l'université qui m'a dit ça parce qu'on était tous des English Second Language. Puis il a dit, tu sais, puis il y avait du monde qui avait des plus gros accents que moi. Puis une des choses qu'il a dit, c'est que, tu sais, quand vous entendez des Anglais parler là, entre eux autres, là, des Anglais, tu sais, parce qu'ils prenaient ça, ben, tu as l'accent canadien, tu as l'accent de Terre-Neuve, tu as l'accent anglais d'Angleterre, tu as un accent de partout. Fait que si eux, ils ne se tirent pas des roches parce qu'ils ont des accents différents, ça fait juste dire que tu es américain puis que tu viens de la Louisiane ou toi, tu es anglais puis tu viens de London. Puis, fait qu'à ce moment-là, tu sais, on a vraiment un complexe bizarre, les francophones, sur nos accents qui n'existe pas dans une autre langue, dans d'autres langues. Fait que c'est vraiment un là-dessus, le monde devrait s'ouvrir de ce côté-là, tu sais. Puis, j'allais dire aussi que je pense que la surprise que les gens ont quand ils savent que je me dis franco-ontarien, c'est « Ah, wow, t'as pas d'accent, genre. » Puis là, c'est comme, ben, on n'en parlera pas. Mais c'est surtout le fait que, comme Adi disait, il y a des francophones hors Québec, par exemple. Mais cette réflexion-là, les Français le font pour d'autres pays. Les Canadiens le font pour, tu sais, au Brésil, en Argentine, je les vois défiler, je vous vois, tu sais. On a des communautés partout dans le monde. Mais à toutes les fois que quelqu'un fait comme « Ah, tu parles français? Pas en France ou pas, tu sais. C'est bizarre. Je pense que c'est juste un réflexe vieux comme le temps, d'après moi, qui j'espère, va se perdre dans les prochaines années parce que une fois qu'on va avoir arrêté de penser qu'on est tout seul dans notre petit coin, ben, on va justement faire comme Laurent ou Jonathan, puis on va avoir des couches partout au Canada, partout dans le monde. On va avoir parce que justement, notre langue, tu sais, certains des plus gros deals que j'ai faits ou des plus belles rencontres que j'ai faites, c'est quand j'étais en Belgique ou en France avec du monde canadien, parce que là, on se ramassait seul, puis là, ben, c'est des rapprochements qu'on se fait entre nous autres, puis des belles occasions. C'est le juste mot que tu me repasses sur la palette. Jonathan, on s'en vient pour une mise à jour du pointage. Il nous reste à peu près 6 minutes, donc peut-être une minute et demie, Ariane, Jonathan et Laurent, je te laisserai conclure. Donc, Ariane, sur le rapprochement, là, soyons créatifs, là. Qu'est-ce qu'on veut comme rapprochement? Quelles sont nos solutions? Qu'est-ce qu'on peut proposer? Moi, je pense que ça va vraiment passer par les jeunes leaders parce que on est les influenceurs de la francophonie en ce moment. C'est vrai. Et je pense vraiment qu'il faut miser sur les jeunes. Puis, du moins, ma génération, 20-25 ans, c'est intéressant parce qu'on est né, quand on est né, il y avait déjà eu cette séparation
québécois, franco-manitobains, françaisquois. Le contexte politique était de sorte où il y avait déjà cette séparation. Et donc, on n'a jamais vécu une période où il y avait cet esprit davantage de famille. Il y avait davantage cette reconnaissance du fait qu'on était francophone et qu'on vivait au Canada, mais qu'on avait quand même nos identités propres de par nos frontières provinciales. Et donc, je pense, de un, ça passe par les jeunes leaders. Et je veux juste comme faire du pouce sur quelque chose que je pense... En quelques secondes, Ariane, s'il vous plaît. En quelques secondes, parce que ça se termine bientôt. C'est ça. Je pense que l'effort, le rapprochement doit être réciproque. Donc, je pense que les francophones en situation minoritaire ont intérêt à s'intéresser à la culture québécoise parce que, pour moi, c'est un important morceau du casse-tête qu'on ne peut pas négliger. Et donc, pour moi, c'est du non-sens de négliger ce morceau-là, mais on a besoin de tous les autres morceaux aussi. Donc, bref. Ça me fait penser spontanément que ça nous prendra un mot-clic, un hashtag de francophonie pour se repérer, puis quand on pourra revoyager, il me semble que ce serait bien d'aller chercher le mot-clic sur nos plateformes. J'en ai un. Vas-y. Hashtag FrancoCan. FrancoCan, j'adore. Right? Hashtag FrancoCan. Ça rime, mettez ça dans vos rimes, dans vos textes, dans vos dissertations. Ça me fera plaisir, Ariane. C'est extraordinaire. Alors, ce sera lancé officiellement et c'est DJ Pierre qui l'a relancé. Il sera le père du hashtag FrancoCan. Oh, attends un peu, on est deux sur le... je ne prendrai pas... le monde l'utilise déjà, mais il faut que je fasse un shout-out au Flo Franco. C'est lui qui est sorti avec ça. Puis moi, je suis juste un messager. OK. À qui on donne le crédit? Le Flo Franco. Excellent. Donc, tu l'auras relayé. Tu l'auras relayé ce soir. Puis imagine comme ce serait formidable si on l'utilisait tout le temps. Et vous savez comment ça marche. Les mots-clics, on peut en ajouter tant qu'on veut. Donc, mais allons-y avec celui-là. Donc, déjà, on a encore une piste de rapprochement avec ce mot-clic. Jonathan, quelques petites secondes avant de conclure et donner le mot de la fin à Laurent. Oui, alors, premièrement, c'est 3-1 Montréal, je tiens à souligner. Deuxièmement, je pense qu'une solution, en tout cas une idée pour le futur, on l'a dit dans la discussion à 8h20 très précisément, quelqu'un a parlé de une citation de Gilles Vigneault. Donc, la meilleure façon de défendre une langue, c'est de la parler, de l'écrire et de la lire. Je pense que ça passe beaucoup par la culture. Oui, le français comme langue est importante, mais le français comme élément de culture l'est encore plus. On n'a pas parlé de musique ce soir, mais je sais que c'est un sujet qui tient à cœur à beaucoup de gens. La musique est un formidable messager pan-canadien et à travers le monde. La littérature aussi, je peux juste encourager les gens à lire, à écouter du français, même au cinéma. Il y a énormément de bon cinéma qui se fait partout dans la francophonie, au Québec notamment. Je pense que ça passe par là, c'est très attirant, c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde avec les outils qu'on a en communication en 2021. Alors, je lance ça en l'air et j'espère que quelqu'un va attraper cette solution très facilement accessible. Oui, non, absolument. C'est formidable. Puis, je pense que tu illustres un peu ce que mes parents, comme immigrants, ont fait en arrivant puis que je souhaite transmettre à mes enfants. À la vitesse Laurent Dubreuil, une piste de rapprochement. Bien, je suis vraiment d'accord avec ce que les 4 autres invités ont dit. Puis, je pense qu'on a une opportunité maintenant avec les médias sociaux, avec l'Internet, l'isolement des communautés francophones il y a 30 ans, mais je veux dire, c'était réel parce qu'ils ne pouvaient pas parler, tu sais, je veux dire, tu étais isolé dans ton milieu. Mais maintenant, là, on a une conférence ce soir avec des gens qui viennent un peu partout au Canada, qui aiment parler français. Puis il n'y a personne qui vient de la même place. Là. Fait que ça nous permet de se rapprocher des activités comme ça. Puis en fait, j'avais pensé aux médias sociaux même avant que tu soulèves l'idée d'un hashtag. Mais je pense que c'est crucial pour pas rester isolé dans notre petit milieu, mais commencer à s'ouvrir. Autant au Québec, on entend que je veux dire, on entend souvent que le français est en danger au Québec, mais il y a du français dans toutes les provinces du Canada, puis en fait, pas juste au Canada, mais en Amérique en général. Puis de juste voir le Québec seul qui se bat pour pas perdre son français, je pense que c'est de se mettre à dos des milliers, voire des millions d'alliés qu'il y a dans d'autres provinces, États, pays en Amérique. Fait que je pense que des activités comme celle-ci
ça a besoin d'avoir lieu, puis il faut se rapprocher, puis utiliser les médias sociaux puis Internet pour le faire. Oui, extraordinaire mot de la fin, c'est génial. On a peut-être le temps de prendre une ou deux questions. Parmi les gens, on me demande, est-ce que vous êtes optimiste? Oui, moi je suis optimiste complètement. Je pense qu'on va avoir ce rapprochement-là entre différentes francophonies aussi, comme ce rapprochement entre comme les francophones et les autochtones aussi, parce qu'on oublie souvent que quand on est opprimé, puis on se met ensemble, on va accomplir ce qu'on doit accomplir. Puis je pense que c'est un rapprochement qui doit se faire au Canada et aux États-Unis, partout, avec les Autochtones. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est une priorité pour les francophones, especially en tant que colonisateurs et colonisatrices de ce continent qu'on appelle le chez nous maintenant. C'est quelque chose qu'on doit faire. Moi, Alors, oui, je voulais juste dire que oui, il y a des oui affirmatifs dans la boîte de conversation à tes propos. Elle dit, je t'en prie, Ariane, à toi. Oui, je vais juste dire que moi, je suis absolument optimiste, mais là, il faut absolument que je plug mon côté psychologue, recherche, tout ça. Donc, je pense que oui, l'optimisme, mais ça prend un niveau d'anxiété, peur, disons, modéré là, sur le continuum. Je pense que dans le continuum, cette anxiété, peur et c'est bon pour la santé des communautés parce que c'est ça qui mène à l'action. Trop de peur, ça mène au je ne suis pas capable d'agir. Pas assez de peur, ça mène à on se bouge pas les fesses. Fait que ça prend cet optimisme, mais aussi cette anxiété pour justement passer à l'action pour la protection de la langue puis l'épanouissement de la langue. Donc. Non, c'est excellent. D'un point de vue de vous, docteur, futur docteur, c'est fort pertinent. Je vais voir s'il y a encore des questions. Parce qu'il y a tellement de beaux commentaires. Denis Bouchard nous dit, alors ça c'est le commentaire, les francophones du Canada, c'est comme des petits tisons du même feu de joie. Alors soufflons toujours sur les braises de cette belle francophonie. Les Autochtones nous ont accueillis. Merci merci aux panélistes. Ah, là, il y a des très longs commentaires que vous pourrez lire après parce que tout ça sera enregistré et disponible sur le site du Centre de la francophonie des Amériques. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans les questions? Oui, des épices. Ça, c'est vraiment beau, DJ Pierre. Je pense que tu vas être définitivement étiqueté comme le séducteur de la langue française avec cette terminologie. Puis encore là, il faut que je prends pas le crédit. Moi, je suis une ancienne journaliste, alors je vais te demander à qui on le donne, le crédit. Ce crédit-là, c'est à Robert-Guy Despatie, straight up. C'est genre le premier franco-ontarien, je pense, que j'ai rencontré qui m'a ouvert la porte à cette culture-là. Puis, je pense que la grosse différence que je voyais dans mes 17 ans, c'est que le français semblait inné. Puis, quand tu sors de ce monde-là, tu vois que c'est un acquis. Puis, pour pouvoir le garder, il faut que tu fasses l'effort. Puis, c'est ce sentiment-là de combat, peut-être. Je veux dire combat, mais c'est un combat personnel. C'est un vouloir, tu sais. Puis les jeunes, en majorité, je pense que ne s'en rendent pas compte jusqu'à temps qu'ils grandissent, puis qu'ils prennent une maturité, puis qu'ils comprennent la richesse d'une deuxième langue ou la richesse de garder. Il y en a qui font le choix de changer puis qui s'ouvrent à la communauté. Il y en a que c'est trop tard, il y en a qui oublient, mais il y en a qui deviennent justement des feux roulants de culture, puis la propagent. Puis, je pense que peu importe à quel âge que tu découvres ta francophonie puis ton identité francophone, ça l'importe peu. À ce moment-là, il faut juste que tu t'impliques. Puis là, impliquer, c'est pas d'aller être à la chefferie de quelque chose. Je pense que c'est juste de participer dans ta communauté où est-ce que tu es avec les organismes qui sont autour de toi. Alors, je vous partage quelques commentaires que je reçois. Vous êtes beaux, vous êtes allumés. C'est super beau panel, bien senti, touchant. Je vous avoue que moi-même, j'ai eu quelques frissons. J'ai quand même l'impression qu'il faudrait qu'on se fasse une franco-fête, franco-party avec nos hashtags. Avec nos hashtags. Alors, merci de tout cœur, DJ Pierre.
Ariane Srenet-Gagné, Jonathan Girard, Laurence Dubreuil. Adi, je te laisse prononcer ton nom complet. Aditya Vishveshwaran. Wow, merci. Merci au Centre de la francophonie des Amériques d'avoir l'audace d'organiser des panels comme ça. Il y avait des centaines de personnes qui se sont inscrites ce soir, de tenir le fort, de nous stimuler, de nous donner envie de participer. Il y aura donc le sommet sur le rapprochement des francophonies canadiennes qui se tient du 12 au 17 juin prochain. Vous pouvez vous inscrire. Je crois qu'il n'y a pas que les Canadiens qui ont scoré ce soir. Ben oui. Alors, merci infiniment. Et puis, bon été, bon déconfinement progressif. Au plaisir de se retrouver et de vous suivre chacun sur vos réseaux sociaux respectifs. Et puis, on se fera un petit hashtag à nous pour cette rencontre qui était vraiment super. Bye.